Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 20h. Bison futé avait vu rouge, il avait vu juste. La route des vacances était particulièrement encombrée aujourd'hui. Nous ferons le point sur la circulation. Nous parlerons aussi du coup de balai et du coup de tonnerre dans le football français. Pour le prochain match amical, le nouveau sélectionneur Laurent Blanc ne retiendra aucun des 23 joueurs qui ont porté le maillot bleu en Afrique du Sud. Inquiétude sur le sort d'un otage français dans le nord du Mali. Un raid mené hier avec l'appui de l'armée française n'a pas permis de retrouver sa trace. 6 membres de l'organisation terroriste qui étaient visés ont en revanche été tués dans l'opération. Les buralistes n'ont plus le droit de vendre du tabac aux mineurs. La mesure a été adoptée il y a 2 mois en toute discrétion et vous verrez dans ce journal qu'elle n'est pas encore vraiment entrée partout dans les mœurs. Enfin, la famille et les amis de Bernard Giraudot ont accompagné aujourd'hui l'acteur dans sa dernière demeure. Nous reviendrons en fin de journal sur cette émouvante cérémonie. Mais d'abord, on commence avec la route des vacances, prise d'assaut par de nombreux Français aujourd'hui. C'est demain que le pire est attendu, mais cet après-midi, ça coinçait déjà dans le sens des départs. On comptait tout à l'heure près de 300 km de bouchons, en particulier dans la vallée du Rhône. Sur place, Denis-Sébastien, Olivier Jacquelin. 4e week-end de départ et déjà drapeau rouge en vallée du Rhône pour cet après-midi. À peine sortis de la pénible traversée de Lyon, les automobilistes en route vers le sud font connaissance avec les ralentissements de l'autoroute A7. On verra bien. C'est pas grave, c'est les vacances. Un trafic très chargé dès la veille du week-end, c'est un scénario qui se répète depuis le début de l'été. Ils sont de plus en plus nombreux à anticiper leur départ, mais ils n'échappent pas pour autant aux difficultés. On est parti volontairement un vendredi en espérant que ce soit mieux que le samedi. C'est vraisemblablement mieux, mais c'est quand même pas extraordinaire. Ça fait la 3e pause que l'on fait parce que il y a beaucoup de monde. Et puis, quand je me lève pour aller en vacances, ce n'est pas l'horaire habituel du réveil. On est donc plus vite fatigué. Des pauses et déjà des rêves de vacances sur l'herbe à défaut de sable, bercés par le bruit du trafic en attendant celui des vagues. Le programme de vacances, c'est ne rien faire. Et puis voilà, c'est déjà pas si mal. Plein de choses, des visites, on va profiter de la piscine, on va rejoindre nos amis surtout. Dans l'autre sens, de l'autre côté de l'autoroute, c'est pour beaucoup déjà le retour. Moins d'enthousiasme, mais de bons souvenirs. La mer, la plage, tout. Les balades un petit peu, quoi, partout. Quoi. C'était bien, super. Pas trop triste de rentrer? Non, ça va. Non, faut bien que ça s'arrête un jour. On a compté aujourd'hui jusqu'à une centaine de kilomètres de ralentissement sur la région. Demain, nouvelle journée de difficultés annoncée en vallée du Rhône, dans les 2 sens, en provenance ou en direction de la Méditerranée. Oui, et vous l'avez entendu, demain ce sera pire avec le premier grand chassé-croisé prévu par Bison futé, qui prévoit donc rouge encore dans le sens des départs, mais aussi du orange dans le sens des retours, qui virera au rouge en vallée du Rhône. Si vous pouvez attendre jusqu'à dimanche, donc n'hésitez pas, ce sera vert partout dans les 2 sens. Pas de vacances aujourd'hui en revanche pour la Fédération française de football, qui avait choisi ce vendredi pour passer son grand coup de balai d'après Coupe du Monde. Première décision, Fernand Duchossois a été nommé président par intérim en remplacement donc de Jean-Pierre Escalette. Et deuxième décision, pour le prochain match amical des Bleus, il n'y aura aucun des 23 joueurs sélectionnés en Afrique du Sud. Manuel Tissier, Jean-Marc Nouknouk. Intérimaire peut-être, autoritaire à coup sûr. Fernand Duchossois, nouveau président de la Fédération française de football, officialise les sanctions contre les Bleus d'Afrique du Sud. D'abord, dans un communiqué. Laurent Blanc a proposé au Conseil fédéral, qui l'a accepté, de ne retenir pour le match amical du 11 août aucun des 23 joueurs officiellement sélectionnés lors de la Coupe du Monde. Puis sur l'estrade, le patron hausse le ton. Nous nous sommes trompés et avons laissé dériver une situation dont le point d'orgue a été le 20 juin et le bus de la honte. Je vous affirme droit dans les yeux qu'il n'y aura plus jamais de NISNA, car nous avons toutes les cartes en main. Le bus de la honte, épisode désastreux de la campagne française. Ce jour-là, les joueurs de l'équipe refusent de s'entraîner. Solidaire de Nicolas Anelka, exclu la veille. Tous coupables donc, selon les nouveaux dirigeants. Avant même les résultats de la commission d'enquête prévue le 5 août, la sanction frappe tous les grévistes à égalité. Laurent Blanc se prive ainsi des révoltés, mais aussi des supposés meilleurs joueurs. En revanche, le président et son sélectionneur ne veulent pas dire si la mise en examen de Ribéry et Benzema les privera de maillot bleu. L'histoire n'est pas finie.
Alors lors de cette réunion, le sort de Raymond Domenech a aussi été évoqué et certains semblent particulièrement remontés contre lui. Un membre de l'équipe dirigeante exige même qu'il soit congédié sans indemnité. Au-delà de ces résultats piteux, l'ancien sélectionneur aurait en effet commis plusieurs fautes professionnelles. Audrey Richier, Jean-Jacques Le Garec. Raymond Domenech se cache quelque part par là. Étable-sur-Mer, petite station balnéaire en Bretagne, loin de l'agitation de la capitale. Mais aujourd'hui, ses oreilles ont sûrement sifflé. À Paris, certains membres du Conseil fédéral ont évoqué son licenciement de la Fédération française de football. Ils lui reprochent des fautes graves. Dernier match des Bleus à la Coupe du Monde, Raymond Domenech refuse de serrer la main de son homologue sud-africain. Quelques jours plus tôt, c'est lui qui lit le communiqué de ses joueurs grévistes. Mais le nouveau président de la fédération veut se donner du temps. Je convoquerai Raymond Domenech dans les jours à venir. Des faits inacceptables, contraires à l'éthique, ont été commis. Si Domenech doit quitter son poste, il sera difficile d'imaginer son avenir dans le football, sauf s'il se résout à l'exil. Il y a des possibilités peut-être dans les pays du Golfe qui sont toujours friands de noms. Or, il a un nom. Et si Raymond Domenech quittait le monde du football? Nous avons confié son CV à un cabinet de recrutement et les idées sont plutôt surprenantes. Il aura une problématique de crédibilité dans l'entreprise pour avoir un poste de manager. En revanche, je le vois plus dans de l'accompagnement, vraiment du coaching auprès de cadres d'entreprise. Dans la comédie, sur scène, au théâtre, pourquoi pas au cinéma, derrière ou devant la caméra, pourquoi pas, mais je l'imagine bien avoir un talent dans ce domaine-là. Jouer la comédie, Raymond Domenech l'a déjà fait. Aujourd'hui, il aurait quelques propositions pour remonter sur les planches. Il se murmure même qu'il pourrait jouer le rôle d'un journaliste. Ces fleurs en venant ici, les prix en sont remplis derrière les lignes. Et puisque c'est l'heure des comptes, tout le monde s'y met ce soir. On vient de l'apprendre, les sponsors de l'équipe de France réclament de leur côté 1 million d'euros de réparation à la Fédération française de football au titre de préjudice sur leur image à la suite du fiasco des Bleus dans ce mondial. L'armée française a confirmé son rôle aujourd'hui dans un raid mené hier contre une base terroriste au Mali. 6 membres d'Al-Qaïda au Maghreb ont été tués dans cette opération. Mais l'otage français enlevé par l'organisation en avril dernier n'a pas été retrouvé. Ce soir, c'est donc l'inquiétude qui domine, d'autant que ces geôliers avaient promis de l'exécuter lundi prochain si la France n'accédait pas à leurs revendications. Loïc Delamornay. C'est dans les sables entre la Mauritanie, le Mali et le Niger que l'armée mauritanienne, avec le soutien logistique militaire de la France, a conduit une opération contre une branche d'Al-Qaïda. 6 terroristes soupçonnés de préparer des attentats auraient été tués. L'opération aurait aussi eu pour but de récupérer l'otage français Michel Germano. Peine perdue, il n'était pas dans le camp visé. Nous remercions la France pour l'assistance fournie en matière de renseignement. Enlevé le 19 avril au Niger, probablement détenu au nord du Mali, cet ancien ingénieur de 78 ans fondait une école pour aider les Touaregs. Menacé de mort imminente par ses ravisseurs, qui réclament la libération de détenus islamistes, il avait appelé à l'aide dans une vidéo. Je suis Michel Germano, un citoyen français. Nicolas Sarkozy s'était déclaré récemment très inquiet à son sujet. J'ai en revanche une inquiétude beaucoup plus brûlante pour un autre de nos compatriotes, retenu en otage quelque part dans le Sahel. C'est ça la vérité. À Marcoussis, sa ville de résidence, une banderole a été déployée en mairie. Amis et voisins se battent pour lui. J'ai envoyé un petit message au président de la République en lui disant que c'est pas parce qu'il n'était pas connu et qu'il était âgé qu'il fallait le laisser, que c'était quelqu'un de méritant, de généreux et qu'il fallait pas laisser tomber. La branche d'Al-Qaïda au Maghreb détient plusieurs Occidentaux, dont 2 Espagnols et un Suisse. Le groupe qui détient Michel Germano a déjà exécuté un otage britannique l'an dernier. Certains experts se montrent pessimistes. Depuis plus de 2 mois, les ravisseurs n'ont plus envoyé de preuve de vie du Français, qui est âgé, malade et sans médicaments. Et puis on est toujours sans nouvelles ce soir de nos confrères et amis Stéphane Taponnier et Hervé Guéquier ainsi que de leurs accompagnateurs. Cela fait maintenant 206 jours qu'ils sont retenus en otage en Afghanistan. La compagne du braqueur tué par des policiers à Grenoble porte plainte contre X. C'est désormais au parquet de décider d'y donner suite ou non. En attendant le rapport de l'inspection générale de la police, le procureur a révélé tout à l'heure les premières conclusions de l'autopsie du corps de la victime. Sur place, Anne Charlotinet, Thierry Simonet.
La justice attend toujours les conclusions de l'IGPN, la police des polices. Mais déjà, les circonstances de la mort de Karim Bouddouda semblent s'éclaircir. Pour le parquet, le rapport d'autopsie confirme la thèse de la légitime défense. Il n'a pas été touché par un tir par derrière, mais un tir latéral de gauche à droite. Ça confirme les premiers éléments qu'on avait de par les témoignages des policiers qui se trouvaient dans le véhicule de la BAC. Mais pour l'avocat de la famille de Karim Bouddouda, qui hier a porté plainte contre X, le doute sur la trajectoire du tir persiste. S'il est latéral, on peut supposer que Karim Bouddouda tentait de fuir, qu'il était en train de se retourner quand le policier tire. C'est les questions qui demeurent. En revanche, sur les échanges de tirs qui ont précédé la mort de Karim Bouddouda, pas de doute. Le jeune braqueur a bien tiré à 9 reprises sur les policiers avant d'être abattu. Une information judiciaire pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte. Elle vise le complice de Karim Bouddouda, toujours recherché par la police. Il n'y aura pas de nouveau procès pour Charles Pasqua dans les dossiers déjà jugés. La Cour de cassation a confirmé aujourd'hui l'arrêt rendu en avril dernier par la Cour de justice de la République. Confirmation des relax, mais aussi de sa condamnation à 1 an de prison avec sursis pour une affaire de malversation dans un dossier de vente de matériel militaire à l'étranger. L'enfant tueur de Liverpool est revenu à la une de la presse britannique aujourd'hui. Il y a 17 ans, alors qu'il n'avait lui-même que 10 ans, il avait plongé le pays dans la stupeur en assassinant un petit garçon. Depuis, il a été remis en liberté. Eh bien, il vient à nouveau d'être condamné à 2 ans de prison pour possession d'images de pornographie infantile. Correspondance Karine Comasi, Sylvain Dumont. C'est une audience comme il ne s'en est jamais tenu à la Haute Cour criminelle de Londres. Le juge s'adresse à un écran d'ordinateur dont lui seul voit l'image. « Êtes-vous John Venables ?» ?»« Oui », répond une voix grave. Si ce jeune homme qui comparaît aujourd'hui pour détention d'images pédophiles doit rester anonyme, c'est parce qu'une grande partie de l'Angleterre veut en découdre avec celui qu'elle a surnommé l'enfant tueur. 1993, John et son ami Robert Thompson n'ont que 10 ans lorsqu'ils battent à mort James Bulger, un garçonnet de 2 ans. L'Angleterre, horrifiée, crie vengeance. La justice répond réhabilitation et les libère sous condition en 2001. Mais en février dernier, John est à nouveau arrêté pour détention de cocaïne et surtout d'images pédophiles. Ce matin, cette dessinatrice judiciaire est venue assister au procès de John, comme elle l'avait fait il y a 17 ans. C'est la voix d'un jeune homme que j'ai entendue aujourd'hui, et non plus celle d'un enfant. La mère du petit James Bulger est venue elle aussi assister à ce procès et 17 ans après la mort de son fils, la peine prononcée de 2 ans de prison ravive sa colère. La justice n'a pas été rendue. 2 ans de prison pour des actes aussi graves ne sont tout simplement pas suffisants. La Haute Cour criminelle de Londres a décidé de ne pas céder à la pression de l'opinion et des tabloïds et de préserver l'anonymat de John Venables. Dans 2 ans, le jeune homme sortira de prison avec le nouveau passé et la nouvelle identité que les services du renseignement lui ont créée. Mais l'Angleterre, elle, n'oubliera jamais. 18 ans pour voter, 18 ans pour fumer aussi. Désormais, c'est le nouvel âge légal pour avoir le droit d'acheter un paquet de cigarettes. En réalité, cela fait 2 mois que l'interdiction est en vigueur, mais vous allez voir qu'elle n'est pas toujours respectée. Il faut dire que le décret a été publié en toute discrétion. Diego Garcia, Marie Cazot. Plus de cigarettes en vente pour les mineurs, c'est ce que nous avons testé en caméra cachée cet après-midi chez les buralistes parisiens. Nam a 15 ans et il n'a pas froid aux yeux. Premier buraliste, achat sans problème. Deuxième tabac, comme une lettre à la poste. Idem pour le 3e et le 4e. Le 5e se paie même le luxe de mettre en garde notre adolescent en lui vendant les cigarettes. Maintenant c'est interdit, hein. Moins 18 ans, c'est fini. Il faut dire que cette nouvelle interdiction ne facilite pas la tâche des buralistes. On ne peut pas donner la pièce d'identité à quelqu'un, on le fait au physique, voilà. Depuis 2003, il leur était interdit de vendre du tabac aux moins de 16 ans. La loi Hôpital Patient de 2009 va plus loin. L'interdiction vaut désormais pour les moins de 18 ans. Les associations anti-tabac approuvent. C'est une très bonne mesure puisqu'elle permet de faire barrière à l'incitation et à l'accès qu'ont les jeunes aux produits du tabac et de les protéger. Et pourtant, le décret n'est paru au journal officiel que le 27 mai dernier, en toute discrétion. Les buralistes risquent 135 € d'amende s'ils ne jouent pas le jeu. Désormais, une affichette précise cette interdiction qui concerne les cigarettes, mais aussi le tabac, les feuilles et les filtres. Problème,
certains jeunes risquent de se tourner de plus en plus vers les circuits parallèles de distribution, comme la contrebande ou Internet, avec le risque d'acheter des produits frelatés encore plus dangereux pour la santé. Dans les banques, on n'avait que ce mot-là à la bouche aujourd'hui. Test de stress. Un test grandeur nature a été mené dans 91 grandes banques européennes pour savoir si elles pouvaient résister à différents scénarios économiques, catastrophes. 7 d'entre elles ont échoué au final, mais parmi elles, aucune française. Ces résultats sont censés rassurer les marchés, même si certains experts estiment qu'il y a un gouffre entre la simulation par ordinateur et la réalité d'une crise. Romain Messi, Pascal Caron. 4 grandes banques françaises très solides. C'est la conclusion livrée par l'Union européenne après des tests de résistance menés ces derniers mois sur 91 établissements en Europe. Une opération vérité pour mesurer l'état de santé réel des banques. Ces stress tests, comme on les appelle, simulent une crise économique et financière très brutale, comme en 2008. Soit la banque a assez d'argent dans ses caisses et elle résiste, soit elle se retrouve dans l'obligation d'emprunter pour se recapitaliser, et le test s'avère alors négatif. Pas de souci en France, les 4 banques testées ont passé l'épreuve avec brio. La ministre de l'économie, Christine Lagarde, s'en félicite. Ça signifie qu'elles vont pouvoir financer l'économie, financer les ménages, financer les entreprises, et que la défiance des marchés devrait maintenant disparaître compte tenu de cet exercice de transparence. À Bruxelles, on assure que les tests ont été très sévères, sans complaisance. Et si la très grande majorité des 91 banques européennes a réussi ce test de résistance, il y a tout de même des échecs. En Espagne, 5 caisses d'épargne sont dans le rouge. En clair, pas assez riches, elles ne survivraient pas à une nouvelle crise financière. Elles doivent donc se refinancer au plus vite. L'Europe entend montrer que les leçons de la crise ont été retenues. Peut-être une bonne nouvelle pour les salariés des chantiers de Saint-Nazaire. Le chef de l'État est venu leur annoncer aujourd'hui qu'un accord de principe avait été passé avec l'armée russe pour fabriquer 2 navires de classe Mistral, ce qui serait une bouffée d'oxygène pour les chantiers de l'Atlantique dont l'activité a connu une forte baisse avec la crise économique. La crise qui fait au moins quelques heureux, ce sont les fabricants de téléphones fixes que l'on donnait pour morts avec le développement du portable. Eh bien, pour réduire la facture, les consommateurs sont, semble-t-il, revenus à leur bon vieux téléphone de maison dont le coût d'utilisation est désormais inclus dans les forfaits Internet. Reportage Luc Bazizin, Thierry Breton et Vincent Barral. Un objet à nouveau très tendance, le téléphone fixe, souvent raccordé à un boîtier Internet. Les Français y reviennent tout simplement parce que la plupart des forfaits proposent des appels illimités vers les fixes en France et aussi à l'étranger. J'utilise plus la ligne fixe que le mobile. Avant, on avait des abonnements France Télécom, on payait beaucoup plus cher dès qu'on appelait soit à l'étranger, soit même en province des fois. Maintenant que ça soit illimité, ça rend vraiment les pendules à l'heure. Au moins, on est sûr de payer une somme forfaitaire à la fin du mois, quelles que soient les communications qu'on effectue. Résultat, plus de 17 millions de foyers français sont équipés de cette offre multiple, Internet, télévision et téléphone, appelée Triple Play, pour un prix moyen de 30 € par mois. Il est vrai qu'avec la crise, les consommateurs sont un peu plus regardants sur leurs dépenses et certains réflexes qu'ils avaient, notamment les dépassements de forfait, sont des choses auxquelles ils essaient de faire un peu plus attention qu'avant et notamment c'est pour ça qu'ils passent plus souvent sur leur téléphone fixe. Conséquence, alors que le temps de conversation sur les téléphones portables stagne avec 25,5 milliards de minutes, les appels passés via des lignes fixes ne cessent d'augmenter avec 30,7 milliards de minutes au premier trimestre de cette année. Nous serions donc plus bavards aujourd'hui qu'hier. Aujourd'hui, une ligne téléphonique sur une box, c'est 5h30 de communication, alors qu'avant, quand la consommation standard sur une ligne téléphonique fixe, c'était de l'ordre de 3-4 heures en moyenne. Un nouvel engouement qui permet aussi aux opérateurs de vendre toujours plus de forfaits. Guinard. Gros plan sur une étonnante histoire maintenant. Dans la très chic commune de Roquebrune, Cap-Martin sur la Côte d'Azur, 2 bonnes sœurs âgées de 82 et 86 ans ont décidé de claquer la porte de leur couvent. Motif, leur hiérarchie menaçait de les placer dans une maison de retraite, officiellement pour des raisons de santé, mais sur place, la rumeur évoque une intrigue immobilière. Olivier Théron, Raymond Chaplard. Elles nous ont donné rendez-vous sur le parvis de la basilique Saint-Michel. Sœur Saint-Denis, 82 ans, et sœur Marie-Danielle, 86, sont en délicatesse avec leur congrégation. La mère supérieure veut les envoyer en maison de retraite en Ardèche. Elle préfère rester à Roquebrune. On abuse un peu de notre âge, si vous voulez. Hein.
nos facultés étant un peu abaissées, étant un peu ralenties, elle nous harcèle. C'est le seul mot que je puisse dire. Elle nous harcèle de partir en nous donnant des raisons plus ou moins valables. Le problème, c'est l'eau vive, la maison occupée par les religieuses. La congrégation veut la vendre. Les sœurs habitent ici depuis 50 ans. Dans les années 60, ce sont elles qui ont créé l'école primaire, puis le collège, puis le lycée. Des générations sont passées par l'Institut Saint-Joseph. À l'annonce du départ des sœurs, le village s'est mobilisé. De la même manière qu'on a envie d'honorer ses propres parents, je pense qu'on a envie de leur rendre tout ce qu'elles nous ont apporté, toute l'affection, et c'est pour ça qu'on essaie de se mobiliser. Côté hiérarchie, l'adjointe de la mère supérieure a pris possession de la maison et commence le déménagement, au nom de la santé des sœurs. Cette année, les deux plus âgées ont franchi un palier relativement important au plan de leur santé. Et nous avons dû constater que cette maison n'était plus adaptée à leur état. Les sœurs ont fait vœu d'obéissance. Elles devraient donc partir en Ardèche. Mais elles ont pris un avocat ecclésiastique et elles sont prêtes à se battre avec tous les arguments du droit canon pour rester sur la Côte d'Azur. Il est 20h19, restez avec nous, on va parler de ces Français qui rêvent d'une vie meilleure au Québec. Ils sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance de l'autre côté de l'Atlantique. Nous reviendrons aussi sur le Tour de France de Lance Armstrong avec cette question, était-ce pour lui le tour de trop? Et puis en cinéma, nous suivrons les aventures de Cameron Diaz et Tom Cruise dans Night and Day qui sortira en salle mercredi. Mais d'abord, cette histoire de poulet. Une publicité pour du poulet que n'apprécie pas, mais alors pas du tout, le syndicat majoritaire des gardiens de la paix. La campagne, vous l'avez compris, joue sur les mots. Du coup, le syndicat des policiers en tenue a décidé de voler dans les plumes de l'industriel. Aurélie Herel, Patrick Desmully, Jean-Jacques Le Garec. Un policier sur une affiche, mais pour faire la promotion d'une marque de volaille. Le consommateur est invité à choisir entre poulet en liberté et en batterie. Un jeu de mots. Pas au goût de tout le monde. On a entendu, non, ça me fait pas rire, moi. Quoi? Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Il n'y a rien de méchant sur cette carte. C'est une affiche, elle est toute simple. En plus, ils ne sont pas représentés de façon particulièrement stupide. Les différents syndicats de police non plus ne sont pas d'accord. La plaisanterie amuse Alliance, mais fait monter SGP Police sur ses ergots. Pourtant, lors d'une manifestation, l'un de ses militants s'était déguisé en poulet. Mais là, c'est la blague de trop. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est qu'en plus il y a une espèce de campagne de publicité dans laquelle on ridiculise les policiers en montant des policiers en uniforme comme dans une batterie d'élevage et franchement c'était parfaitement inutile. Le directeur des fermiers de Loué marche sur des œufs. C'est vrai que j'étais un peu surpris qu'il puisse avoir une réaction négative, je l'entends, je m'en excuse auprès d'eux s'ils ont été choqués, j'en suis désolé, c'était pas du tout ce qu'on cherchait. Avant cette marque, d'autres ont déjà joué avec le double sens du mot poulet. Cette rôtisserie recrée le décor d'un commissariat de police. Des campagnes de pub choc se sont multipliées ces dernières années. Objectif des marques, sortir du lot, faire parler de soi. Le rôle de la publicité, c'est d'essayer de créer une complicité, d'être effectivement complice du consommateur. Et c'est vrai que l'humour est un des moyens pour créer cette complicité. C'est ce que recherchent les marques aujourd'hui. Mission accomplie pour la marque de poulet. Elle a réussi son coup médiatique. Vous rêviez d'une vie meilleure, vous rêvez d'Amérique mais vous ne parlez pas l'anglais, eh bien pas de problème, le Québec vous tend les bras, à condition toutefois que vous rentriez dans la catégorie main-d'œuvre qualifiée recherchée par le gouvernement canadien. Ce dernier vient de décider d'ouvrir encore un peu plus s'ouvrir encore un peu plus aux candidatures françaises. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Stéphane Bretner et Aaron Damon. Ils ont quitté la France pour l'île d'Orléans, en face de Québec. Maxime et Christelle Cespin, 32 ans tous les deux, ont débarqué il y a 15 jours. Alors à la maison, c'est presque du camping. C'est notre nouveau chez nous et pour l'instant il n'y a pas grand chose. Le déménagement arrive d'ici un mois, un peu plus d'un mois. On est complètement vide, on a tout à acheter. Raphaël n'était pas né lorsqu'ils ont réfléchi à cette aventure il y a 2 ans. Envie de découverte, de vivre leur rêve américain qui leur réserve souvent des surprises. Ça aussi quand on a un enfant ça change. Ça c'est une dosette française pour le lait infantile. Ça, c'est une dosette nord-américaine. Ces deux informaticiens ont obtenu leur visa permanent en 3 semaines et il y a une raison. On est sélectionné sur profil, c'est-à-dire qu'on est fort susceptible de trouver un emploi. Donc
Tout ça fait qu'on a quand même, c'est un chemin très balisé, c'est pas non plus, c'est pas la grande aventure, c'est pas route ça. Elle va d'abord s'occuper de son fils. Lui cherche du travail. Un seul entretien d'embauche et voilà ce chef de projet rassuré. En fait, ils ont un gros besoin de compétences, de cerveau. La personne que j'ai rencontrée m'a dit j'ai vu votre CV. Je me suis dit lui, il faut vraiment le rencontrer parce qu'il a un profil vraiment intéressant. C'est très rassurant d'entendre ça quand on arrive dans un nouveau pays. Comme eux, ils sont environ 4000 Français à s'installer au Canada chaque année. Et on estime à 150 000 le nombre d'hexagonaux qui vivent dans les provinces du pays. À Québec ce soir, ils sont une quarantaine, invités par Erwan et Pascal Jouan. C'est leur fête annuelle de rencontre entre nouveaux et anciens. Tu avais déjà trouvé du travail ou Non, pas encore. Mais j'ai eu ma première entrevue professionnelle hier. Il ne faut pas se fier aux apparences. On ne s'intègre pas ici d'un claquement de doigts. Il faut accepter le système, le fonctionnement du système, comment ça marche. C'est un petit peu différent de la France. Mais c'est le territoire nord-américain. Il ne faut pas oublier ça, quoi. C'est complètement différent de ce qu'on a connu en France. On nous laisse la place, on a suffisamment de place, on nous laisse la place, mais c'est à nous de faire notre place. La famille d'Amato a quitté Marseille il y a presque un an. Les enfants sont ravis et les parents aussi se sentent bien dans leur nouvelle vie. Le plus dur, c'est le manque de la famille. Donc heureusement qu'il y a Internet maintenant et Skype. Mais ouais, sinon on est vraiment bien, on commence. Même s'il dit que c'est difficile de se faire des amis québécois, on arrive à faire des contacts quand même. Chacun a trouvé rapidement un travail. Elle dans la chimie, lui dans les nanotechnologies. Alors aujourd'hui, pas question de retraverser l'Atlantique. On a fait les démarches pour rester à vie. Tout le monde dit qu'au-delà des 3 ans, on passe le cap, on reste pour un bon moment. Et cet afflux de Français n'est pas prêt de s'arrêter puisque fin juin, le gouvernement canadien a décidé de favoriser encore plus l'immigration de main-d'œuvre qualifiée pour faire face à la pénurie. En attendant le Tour du Québec, voici le résultat de l'étape du jour du Tour de France. Une étape de plaine où l'arrivée à Bordeaux, le Britannique Mark Cavendish a signé sa 4e victoire d'étape. Contador conserve bien sûr son maillot jaune avec encore toujours ses 8 secondes d'avance sur Andy Schleck. Lance Armstrong, lui, est en revanche définitivement largué avec près de 38 minutes de retard sur Contador. Mais cette débâcle du septuple vainqueur du Tour plaît au public. Le coureur américain, qui fait toujours l'objet d'une enquête pour dopage aux États-Unis, ne gagnera certainement pas la course, mais il a regagné les cœurs. Julien Benedetto, David Dameda. Maillot jaune, de la popularité. Ce matin, près de Paul Lance Armstrong, seulement 23e du classement et l'attraction. Au crépuscule de sa carrière à bientôt 39 ans, le champion controversé reste un demi-dieu pour ses fans venus spécialement des États-Unis. C'est un héros de l'Amérique, c'est comme ça qu'on le voit chez nous. En un an, j'ai perdu mes 2 parents victimes du cancer. Donc le voir vaincre sa maladie a été une grande source d'inspiration pour moi. Pour son dernier tour, le Texan a rapidement été éliminé de la course au maillot jaune suite à une série de chutes. Mon tour est fini, mais je reste quand même. Je vais profiter de mon dernier tour, aider l'équipe. Je ne veux pas me plaindre. La malchance et le poids des ans. Pour de nombreux spécialistes, Armstrong a fait le tour de trop. Il ne m'a pas convaincu depuis qu'il a repris la compétition. Il est très malin en course, ce qui lui a permis l'année passée de monter sur le podium. Mais cette année, à aucun moment, il n'a été capable de vraiment peser sur une course. Son coup de pédale est beaucoup moins puissant qu'avant, mais Lance Armstrong reste le coureur le mieux payé du peloton, avec 700 000 € de salaire mensuel. Bonjour, 1 € le petit bracelet, messieurs, dames, c'est pour aider la recherche contre le cancer. Et l'Américain est omniprésent sur la route du Tour à travers sa fondation de lutte contre le cancer. Ici, les bracelets de son association se vendent comme des petits pains. Hier, aux côtés de son ami Nicolas Sarkozy, le coureur a répété son attachement à la lutte contre la maladie. Mon histoire est peut-être unique dans le vélo professionnel, mais des millions de personnes ont vécu la même chose que moi et ont vaincu le cancer. Pour son dernier tour, Lance Armstrong offre un visage avenant qui tranche avec ses années de gloire. L'Américain prépare sans doute sa nouvelle vie. Il rêve d'une carrière politique. Sans mauvais jeu de mots, Thierry Henry semble reprendre son pied sous ses nouvelles couleurs des New York Red Bulls aux États-Unis. En tout cas, il s'est remis à marquer. Il a enflammé le stade en ouvrant le score pour son club, ce qui a fait dire à l'attaquant de l'équipe adverse, ce petit gars, on dirait bien qu'il a de l'avenir. Soit c'était de l'humour, soit le football est décidément très méconnu aux États-Unis.
Coup de tabac sur le Tour de France à la voile. La course entre Marseille et la Seine-sur-Mer a été annulée aujourd'hui. Les conditions, vous le voyez, étaient particulièrement difficiles et même dangereuses. 2 concurrents ont d'ailleurs dématé. Il n'y a heureusement aucun blessé. C'est une cérémonie émouvante qui a eu lieu tout à l'heure en l'église Saint-Eustache à Paris. Famille et amis de Bernard Giraudot ont accompagné l'acteur pour son dernier voyage. Abdelmostefa Yann Moine. C'est un acteur populaire auquel on rend hommage. Mais ce n'est pas la grande foule devant l'église Saint-Eustache. Les enfants et Thora, la compagne de Bernard Giraudot, ont souhaité vivre ce moment si particulier dans l'intimité. Les admirateurs sont donc rares, mais l'émotion est bien réelle. C'est tout à fait par hasard, on était là, et ça me fait vraiment de la peine d'assister juste là, d'être là pour l'enterrement. Il n'y aura pas eu de messe, mais pendant près de 2 heures, une cérémonie simple et chaleureuse, faite de chansons, de souvenirs et des mots de Bernard Giraudot. Grande qualité, quoi, classe. On était avec lui. Ce qu'on vient de vivre pendant 2 heures, c'est avec ses enfants, avec Thora, avec Annie Dupérès, c'est un moment d'ultime amitié. Il y a là le monde du théâtre, du cinéma, de la littérature, pour accompagner cet artiste parti un peu trop tôt, emporté par le cancer. C'est toute l'œuvre d'un écrivain en devenir qui s'en va avec lui. On voit bien que Bernard, sur la fin de sa vie, était à l'orée d'une grande carrière littéraire. C'est un artiste complet, avec toutes ses contradictions, et puis avec une vraie poésie, un amoureux du monde et de l'humain, qui a toujours mené ses voyages à fond. Une salve d'applaudissements ininterrompue. Et les honneurs de la Marine nationale accompagnent Bernard Giraudot. Artiste, marin et surtout homme de cœur dont les cendres seront dispersées plus tard dans l'océan. Et puis on l'a appris tout à l'heure, le chanteur de jazz Al Jarreau a été hospitalisé en urgence à Gap où il se trouvait. L'artiste âgé de 70 ans a fait un malaise. 3 de ses concerts ont été annulés. Cinéma avec l'affiche américaine de la semaine prochaine. Elle réunit Tom Cruise et Cameron Diaz. Le titre Night and Day, la nuit et le jour, ou le double visage de l'homme que l'on imaginait parfait. Pascal Deschamps, Laurent Guinard. Petit retour en arrière, 16 heures sur la route du Tour. Les coureurs ne vont peut-être pas avoir le temps de le reconnaître, mais sur le bas-côté, un spectateur pas ordinaire. Tom Cruise de passage à Bordeaux pour la promotion de son film, qui rêvait de suivre une étape et qui ne peut pas s'empêcher, attention l'action est très rapide, de sauver sa partenaire qui, elle, n'a pas vu la moto. Seul, sans moi, ton espérance de vie arrive ici. Avec moi, elle est ici. Sans moi, ici. Avec moi, sans moi. Avec moi, sans moi. Tom Cruise, l'action, il adore ça. C'est même une de ses spécialités. Vous avez aimé Tom, pilote d'avion, Tom qui traverse un incendie à moto et Tom en samouraï. Alors vous aimerez sûrement Tom à moto, mais derrière des taureaux. Tom qui saute sur le capot d'une voiture. Et pour toi, maman, Tom qui nous la joue Ursula Andress et qui sort de l'eau en maillot, une pièce avec le dîner à la main. Dans Night and Day, il joue un espion survolté qui tombe amoureux d'une brave fille ordinaire. Mais ce qui a séduit l'acteur cette fois, c'est le ton du film. Et t'as vu ses mains? Non mais t'as vu ses mains? L'intrigue ici n'est qu'un prétexte à s'amuser avec des archétypes en allant vers la romance et la comédie. On dit au public, vous connaissez le genre? Eh bien, on va le détourner. Non, en fait, j'ai tué le commandant, qui lui a tué le copilote par accident. C'est des choses qui arrivent. Je suis soulagé que vous le preniez aussi bien. Night and Day, une comédie d'action qui pose toutefois une question essentielle. Peut-on vivre en couple quand on doit sauver le monde? Réponse à la fin du film. En tout cas, j'en connais un qui aurait sans doute aimé enfourcher un vélo cet après-midi, mais qui cette fois a dû se contenter de regarder. Un coup de chapeau à nos consoeurs et confrères Dorothée Olyric, Yann Moine et Ludovic Laveille qui se sont vus remettre hier soir en Italie le prix du meilleur reportage en Haïti par la Fondation internationale Marco Lucchetta. Le reportage sur les enfants esclaves en Haïti diffusé dans notre journal de 20h. Avant de refermer le journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, c'est le grand coup de balai d'après-Coupe du Monde à la Fédération française de football. Première décision prise tout à l'heure, Fernand Duchossois a été nommé président par intérim et remplace donc Jean-Pierre Escalette. Et puis deuxième décision, pour le prochain match amical des Bleus, il n'y aura aucun des 23 joueurs sélectionnés en Afrique du Sud.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo avec Laurent Romeshko. À 20h35, un téléfilm, pas tout de suite, avec Bernard Lecoq. Et puis l'événement théâtral ce soir, c'est sur France 2 à 22h, avec la tragédie de Richard III de William Shakespeare, avec Denis Podalides et ton direct d'Avignon. Pour ma part, je vous dis à demain dès 13h. Très bonne soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.